Il se pourrait bien que toutes les niches fiscales en immobilier se terminent brusquement. En tout cas, c'est ce qui est prévu dans ces propositions de réforme de la fiscalité locative. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait une éternité que je n'ai pas pris la parole sur Polygone pour vous faire une vidéo. J'étais occupé sur d'autres sujets, d'autres projets, mais là, en tout cas, ça mérite que je m'y attarde un petit peu, pour la simple et bonne raison qu'il est possible que tout ce que vous connaissez aujourd'hui en termes d'avantages fiscaux, que ce soit en nu, en meublé, en location courte durée, eh bien, disparaissent purement et simplement et qu'on se retrouve à payer beaucoup d'impôts. Et là, je pense que ça vous intéresse et que du coup, vous êtes curieux de savoir ce que je vais vous raconter. Alors, je sais que je suis un peu à la bourre, j'ai déjà traité ce sujet à plusieurs reprises sur d'autres canaux, mais je me rends compte que je ne l'ai pas fait sur Polygone et du coup, je voulais prendre un moment pour vous expliquer un petit peu en quoi ce rapport, cette proposition de réforme de la fiscalité locative que je vais vous présenter, eh bien, risque de nous impacter en tant qu'investisseur immobilier. Pour vous remettre dans le contexte, il y a un an, en novembre 2023, Elisabeth Borne, qui était alors Premier ministre, met en place un groupe de travail avec pour objectif de remettre à plat tout le monde de l'investissement immobilier locatif et toute la fiscalité, parce que c'est un micmac sans nom. Le nu, le meublé, le de Normandie, le Pinel, les amortissements, les pas amortissements, le LMNP, le LMP, etc. Bref. Et l'objectif, c'est de se dire, OK, on fait un état des lieux de la fiscalité en IMO. Bon, ça, vous et moi, investisseurs, on connaît déjà. Mais je ne pense pas que c'était très clair pour tous les membres du gouvernement, loin de là, hein, on ne va pas se mentir. Et en plus de ça, c'est de se dire, OK, une fois que le constat est fait, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça? Et c'est précisément ce qui est sorti dans ce rapport, donc rendu en mai 2024, qui a été rendu public 2 mois plus tard, hein, vers le mois de juillet, et dont on commence à entendre parler. Alors, je tiens à préciser que ce rapport ne contient que des propositions de réforme, hein. Ce ne sont pas des propositions de loi, enfin, ce n'est pas un projet de loi, ce n'est pas dans le projet de loi de finances, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et surtout, ça a été fait sous l'ancien gouvernement, avant la dissolution de l'Assemblée nationale, avant les élections législatives et avant le gouvernement de Michel Barnier. Donc, on ne sait pas ce que ça va devenir. Mais néanmoins, vu que le travail a été fait, on est en droit de se dire que peut-être la chose la plus sensée serait de reprendre ce travail et de continuer. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces propositions de réforme? Alors, je ne vais pas vous faire tout le rapport parce que 90% du rapport, c'est d'expliquer en gros comment fonctionne la fiscalité en France. On s'en fout concrètement, on le sait déjà. Ce qui est important, c'est 3 pages. Allez, et après, le récap ici. Donc, on aurait 5-6 pages. Donc, je vous explique succinctement. Par lettre en date du 15 novembre 2023, la Première ministre Elisabeth Borne m'a chargé d'une mission temporaire ayant pour objet les évolutions possibles de la fiscalité locative. Donc, blablabla, ok. En gros, les conclusions, je vais vous les faire courtes et je vais vous faire la synthèse, sont les suivantes. Il y a aujourd'hui un cadre fiscal qui est complexe, qui est déséquilibré. On a le loueur meublé non professionnel, le professionnel, on a la location nue, on a la location meublée, on a la location courte durée avec le micro-BIC, le micro-BIC classé, le régime réel simplifié, etc., etc. Et la conclusion du rapport, c'est de dire qu'en gros, mais ça, ce n'est pas une nouvelle pour nous investisseurs, le meublé est fiscalement bien plus avantageux que la location nue. Bon, ok, là, on n'apprend rien. Mais ce qui est plus intéressant pour nous, en anticipation de l'avenir, c'est la fin. Cette dichotomie de régime fiscal entre location nue et meublé est considérée par la quasi-totalité des interlocuteurs de la mission comme sans justification, ni économique, ni juridique, et comme inéquitable. Et effectivement, personne ne sait pourquoi il y a un traitement de faveur pour la location meublée au détriment de la location nue, alors que le mode d'exploitation qui correspond au plus grand nombre de personnes, ça reste quand même la location nue. Je parle d'un point de vue purement de bon sens sur le marché. La plupart des locataires préfèrent venir avec leur propre meuble. Donc, alors, la suite du rapport dit qu'en fait, il y a quand même, et je suis assez d'accord avec le rapport finalement, moins avec les solutions proposées, mais le rapport dit qu'en gros, le fait qu'il y ait ce déséquilibre, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont choisir la location meublée uniquement par attrait fiscal, alors qu'il n'y a pas forcément systématiquement une vraie demande, un vrai intérêt d'un point de vue de l'offre et de la demande à cet endroit-là. Et alors, il n'y a pas que l'attrait économique, fiscal, pardon, bien évidemment. Il y a aussi parfois, voilà, si vous êtes dans une ville étudiante, le meublé fait du sens. Si vous êtes dans une ville avec beaucoup de passages, faire de la location meublée fait du sens, etc. Mais néanmoins, la conclusion qui sort, c'est pourquoi il y a cette différence. Et il n'y a forcément pas d'objectivité dans le choix, vu qu'il y a forcément un déséquilibre de départ. Et donc,
Ça a été le constat et la base de travail de ce rapport qui dit que, et qui présente 3 scénarios dans lesquels, dans chacun des scénarios, en fait, tous les revenus fonciers et les revenus BIC n'existeraient plus. En fait, il y aurait une seule catégorie qui s'appellerait en fait les revenus fonciers pour tout, mais il n'y aurait plus de dissociation entre le meublé et le non meublé. Et en gros, ce serait de dire, bah, dans tous les cas, vous faites de la location. Libre à vous de mettre des meubles si vous voulez, mais ça reste de la location de biens immobiliers et on ne fait plus de dissociation. Voilà, donc ça, ce serait l'idée de base. Et je vais mettre ma souris pour que vous voyez, vous détailler un petit peu les différents scénarios envisagés. Le scénario 1, et il y a une variante 1 bis, et de même pardon, pour le 2, il y a une variante 2 bis. Le scénario 1 permet l'imposition au microfoncier dont le plafond est relevé à 30 000 euros avec un taux d'abattement de 40% pour toutes les locations hors LMP. Dans le régime réel, il n'y a plus de déduction des amortissements. Il conduit à un gain budgétaire estimé à 266 millions d'euros. Alors oui, il y a systématiquement une logique budgétaire parce que, bien évidemment, le but à demi masqué du gouvernement est d'aller chercher de l'argent, hein, pas forcément de fluidifier le marché immobilier locatif, quand bien même c'est l'objectif officiellement affiché. Hein, il y aurait d'autres leviers dont je parlerai après. Donc en gros, ça voudrait dire que vous avez de la location, encore une fois, peu importe qu'il y ait des meubles dedans, et vous auriez quand même un micro, donc avec un plafond qui serait à 30 000 euros contre 15 000 aujourd'hui, et il y aurait un taux d'abattement de 40%, donc vous seriez imposé sur 60%. Et si vous choisissez l'option réelle, donc vous pourrez continuer à déduire les charges, mais plus les amortissements. Ce qui fait quand même une sacrée différence d'un point de vue de la fiscalité. Et il y aurait une variante 1 bis, et en fin de compte, dans cette variante, le taux d'abattement il serait un peu plus important puisqu'il serait de 50%. Bon. Mais grosso modo, vous comprenez l'idée, on remet tout sous la même coupelle, on fait un taux d'abattement et on garde un régime réel mais sur lequel il n'y a plus d'amortissement. Ensuite, scénario 2 et 2 bis. On est donc ici. Le scénario 2 introduit une distinction selon la durée de location. Alors, à la différence du scénario 1, où peu importe que vous fassiez de la longue ou de la courte durée, c'est la même chose. Scénario 2, on fait donc un bénéfice pour la location longue durée, on avantage la location longue durée, et donc on aurait un taux d'abattement réduit pour les locations courte durée et plus important pour les locations longue durée, ce qui inverserait la situation actuelle. Et effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous êtes en micro BIC, que vous faites de la courte durée, si vous êtes non classé, c'est la même chose. Par contre, si vous êtes classé, vous avez 71% d'abattement. Pourquoi? Bon, ça se discute. Et le scénario 2 bis, en fait, garderait la même idée avec un taux d'abattement encore plus fort pour les locations longue durée, donc avec un écart encore plus important. Scénario 3, eh bien c'est le même que le scénario 2, mais il reprend pour le coup les amortissements. Donc on conserverait les amortissements, mais, pardon, excusez-moi, mais vous verrez que le taux est complètement dérisoire, alors ayant pour objectif, je pense, de nous faire garder très longtemps les biens, ou en tout cas que ce ne soit pas la carotte fiscale qui soit le premier attrait, parce que si vous regardez bien, un taux forfaitaire de 2%, pardon, correspondant à un amortissement sur 50 ans appliqué sur le prix de l'immeuble hors foncier, donc comme aujourd'hui, sauf qu'on aura un taux beaucoup plus important. Donc en gros, on amortirait le bien sur 50 ans, là où aujourd'hui, on est plutôt sur un amortissement aux alentours des 30 ans. Donc vous voyez que forcément, ça va avoir un impact sur la fiscalité. Bon, voilà. Il pourrait aussi être envisagé de diminuer ce taux d'amortissement ou de limiter son application. Ok. Donc là, on est vraiment sur les 3 scénarios qui pourraient se profiler à l'avenir pour la façon dont nos revenus locatifs pourraient être taxés. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout. Et il y a une idée qui n'est pas nouvelle, qui était déjà apparue en 2023 et de mémoire même en 2022. Donc à un moment donné, ça va forcément tomber. C'est la suppression de la déductibilité des amortissements pour les loueurs de meublés non professionnels au régime réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le beurre et l'argent du beurre. On amortit le bien, on amortit les travaux, on amortit le mobilier. Par contre, au moment de la revente, on est soumis à la plus-value des particuliers. On ne réintègre pas les amortissements dans le calcul de la plus-value. Et donc, c'est une anomalie de marché dont on profite. Hein. C'est une sacrée niche fiscale, ça je vous le dis depuis 2016 que je suis sur Internet. Mais je vous ai aussi toujours dit qu'un jour, ça viendrait à disparaître. Et on voit encore une fois, que ça revient sur la table. Donc, il n'est pas impossible que dans les années à venir, cette chose soit véritablement appliquée pour aller chercher de l'argent. Alors, toutefois, les modalités de cette suppression nécessitent une attention particulière afin de garantir une meilleure application de la réforme et d'étaler le préjudice subi par les propriétaires concernés.
une limitation transitoire de l'amortissement imputable par un plafonnement progressif de l'amortissement déductible sur 3 à 5 ans devrait être privilégié. Ce qui voudrait dire qu'en gros, on aurait une période de transition de 3 à 5 ans où finalement on pourrait continuer à déduire ce qu'on avait mis en place, alors avec peut-être quelque chose de dégressif, etc. Mais en tout cas, vous voyez, on plafonnement progressif de l'amortissement déductible. Donc, l'avantage fiscal serait de plus en plus faible pour qu'on passe de la situation qu'on connaît aujourd'hui à la situation vers laquelle le gouvernement veut nous faire aller et qu'on ait l'entre-deux, pardon, vous voyez, qui descendent tranquillement. Donc ça, c'est pour le traitement, ça nous concerne directement, hein, investisseurs immobiliers, parce que vous fassiez du nu, alors le nu est moins impacté forcément, mais le meublé, qu'il soit de longue ou de courte durée, au réel comme au micro, on serait impacté. Donc, il y a une vraie question. Il y a une vraie question sur qu'est-ce qu'on fait avec nos investissements. Est-ce qu'on accepte de continuer à investir, de continuer à exploiter avec les nouvelles conditions et donc on calcule le coût? Est-ce qu'on revend? Est-ce qu'on anticipe? Voilà. Et après, il y a des choses qui, pour le coup, là, me paraissent assez pertinentes. En complément de ces 3 scénarios, il est proposé d'améliorer la rentabilité du dispositif Loc Avantage. Alors, le Loc Avantage, c'est vraiment des conditions très spécifiques et pour des ménages modestes et très modestes. Donc, je ne pense pas que ce soit non plus la majorité des investisseurs qui soient attirés par ça. Et de même, le dispositif de Normandie, afin de promouvoir la rénovation énergétique des logements en centre-ville, mérite également d'être relancé avec des modifications de rentabilité similaires à celles proposées pour le Loc Avantage, ainsi qu'une pérennisation du régime au moins jusqu'à 2030 pour plus de stabilité et un élargissement du périmètre géographique des biens concernés. Là, je trouve que c'est une très bonne idée pour le coup, puisque, en fin de compte, le de Normandie, c'est le vulgairement appelé le Pinel ancien. Hein. Vous achetez un bien avec du cachet, un bien patrimonial en centre-ville qui nécessite d'être revitalisé. C'est la fameuse opération cœur de ville. Vous avez des réductions d'impôts donc sur le même fonctionnement que le dispositif Pinel. Et l'avantage, c'est que vous maîtrisez complètement l'investissement de A à Z. Donc ça, je trouve que c'est une bonne proposition. Donc vous avez le résumé des propositions. Je vous mettrai le lien pour télécharger ce rapport sous la vidéo si vous voulez le lire en détail. Voilà, vous avez donc les résumés ici, scénario 1, 2 et 3 et avec le 1 bis et 2 bis. Et après, en fait, c'est juste un état des lieux. Bon, vous pouvez le lire si ça vous amuse, mais on n'apprend pas grand-chose de nouveau. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc l'idée, c'est de dire quoi en conclusion? C'est de dire que on ne va pas se mentir. Je ne sais pas si vous avez vu, la dette de la France est abyssale. On a un déficit public qui bat les records, on a une dette qui bat les records, on est à plus de 110% du PIB. On prend la même trajectoire que l'Espagne, l'Italie et la Grèce. On est la 3e dette de l'Union européenne après la Grèce et l'Italie de mémoire. Et on emprunte aujourd'hui à des taux d'intérêt à poil plus élevés que l'Espagne et on se dirige vers des taux similaires à ceux de la Grèce. Ça veut dire quoi? On va ouvrir les yeux, on va se dire les choses clairement. Ça veut dire que le pays va mal, ça veut dire que l'État va chercher de l'argent. Et on le voit avec l'intervention de Michel Barnier qui a eu lieu à l'Assemblée nationale cette semaine et plus récemment, je tourne cette vidéo, on est le 4 octobre, donc hier le 3, sur un plateau où il réaffirmait sa volonté d'avoir une rigueur budgétaire, mais aussi d'augmenter les impôts. On ne va pas y couper. À un moment donné, ça va venir. Donc, vous avez 2 options. Soit on fait le dos rond, on fait la politique de l'autruche, on attend que ça passe, mais je n'y crois absolument pas. Soit vous anticipez, vous faites en sorte de vous construire un patrimoine diversifié avec des sources de revenus passifs, résilients. Et plus vous aurez de sources de revenus, plus vous aurez de patrimoine, plus vous serez en capacité d'absorber les chocs. Et ça, c'est juste un pan de la situation actuelle de la France. Si vous voulez aller plus loin, on a sorti avec un de mes associés un livre, vous pouvez récupérer la copie numérique qui s'appelle « Comprendre l'effondrement et s'y préparer ». Donc c'est sauver et développer votre patrimoine dans un monde chaotique. C'est gratuit, je vous mets le lien dans la description et je vous le mets aussi ici, dans le petit i. Vous pouvez le télécharger, on vous explique en 10 indicateurs clés pourquoi la France est sur le chemin de l'effondrement, et ce n'est pas nouveau, hein, ça date d'il y a plus de 40 ans. Donc, vous allez le voir précisément avec 10 indicateurs clés, c'est sourcé, c'est documenté, et on vous propose aussi des solutions pour vous permettre de vous préparer, quelle que soit votre situation actuelle, que vous soyez au niveau 0 de la création de patrimoine ou vous soyez déjà avancé, vous allez voir que quelle que soit votre situation, il y a des solutions. Elles sont dans l'e-book, donc allez-y, téléchargez-le, c'est cadeau. Et prenez les mesures nécessaires pendant que c'est encore possible parce que ce n'est pas dit que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, vous soyez encore en capacité de
et ben de mettre en place des choses pour se protéger. Par contre, la seule chose qui est sûre, c'est que plus le temps va passer, plus la situation va s'aggraver et plus la vie sera compliquée. Donc plus vous aurez des sources de revenus passives et plus vous aurez de patrimoine diversifié, plus vous serez en capacité d'absorber ces chocs. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette vidéo. Merci à vous de votre fidélité, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt pour une prochaine. Ciao!